Un billet pour un train, départ pour l'écomusée du Haut-Pays et des transports à Breil-sur-Roya. On prend le train des merveilles pour s'y rendre. Allez, c'est parti, on se fait plaisir en voyage. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de monisme. Aujourd'hui, on se voit pour votre nouveau rendez-vous, un billet pour un train. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'écomusée du Haut-Pays et des transports, où en l'occurrence, on va pouvoir voir ensemble de superbes anciennes locomotives, une sorte de cimetière ferroviaire à ciel ouvert. Vous allez voir, c'est fantastique. On va aller donc découvrir ce superbe parc, donc musée à la fois à Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes. On va donc du coup prendre le train des merveilles qui est derrière moi, qui fait la trajet entre Nice et Tende, presque à la frontière italienne, vers Cuneo en Italie. Et quoi de mieux que d'aller visiter un parc donc de trains anciens avec plusieurs choses à découvrir ensemble, que à bord d'un superbe train tenant une superbe histoire à raconter. En tout cas, nous allons découvrir ensemble l'écomusée de Breil-sur-Roya. Et franchement, pour aller découvrir le musée, le train, c'est aussi bien. On y va. Le train des merveilles, à la découverte de l'arrière-pays niçois. Un des plus beaux trajets ferroviaires d'Europe. De Nice à Tende, partez à la découverte des villages perchés ou nichés au creux des vallées. Offrez-vous la visite de Tende, cité médiévale fortifiée, où l'architecture mêle avec charme les styles baroque, gothique ou encore renaissance. Mais faites une halte à Breil-sur-Roya, ce petit village abritant un surprenant écomusée des transports où nous nous rendons donc aujourd'hui pour ce reportage. La visite de Fontan-en-Saorge, qui est l'un des plus beaux villages perchés de France, abritant églises romanes et baroques. Partez donc à la découverte de la vallée des merveilles, l'un des plus importants sites des gravures préhistoriques d'Europe. Le train des merveilles dessert dans le sens Nice-Tende les gares suivantes. Nice-Pont-Michel, l'Ariane-la-Trinité, la Trinité-Victor, Drape-Cantaron, Fontanil-Lycée de Drape, Peillon-Sainte-Thècle, Peillon, l'Escarène, Touette de l'Escarène, Sospel, Breil-sur-Roya, Fontan-Saorge, Saint-Dalmas de Tende, La Brigue et enfin Tende. Sur le TER régulier qui part de Nice tous les jours de 9h15 arrivé en gare 11h31 à Tende, vous pouvez retrouver une guide conférencière qui sera présente à bord d'une rame pour commenter le parcours de la ligne ferroviaire de Nice jusqu'à Tende. Avec le train des merveilles, prenez de la hauteur. Embarquez pour un des plus beaux trajets ferroviaires d'Europe, de Nice à Tende. Le parcours au départ de la mer s'élève à plus de 1000 mètres d'altitude. Une véritable prouesse technique dans une région dense et accidentée. Elle se distingue par une impressionnante succession d'ouvrages d'art, viaducs érigés en surplomb, de véritables canyons et innombrables tunnels creusés dans la montagne. Une ligne double ouverte sur l'Europe entre Cuneo, Nice et Vintimille. Issue d'un travail titanesque pour l'époque,
car les débuts de travaux en 1883 et l'inauguration officielle en 1928, cette ligne étonnante est probablement la plus caractéristique du génie italien. En effet, cette œuvre monumentale est avant tout une succession de chiffres incroyables. Voici donc ces chiffres. Seulement 100 km pour dépasser une dénivellation de plus de 1000 mètres d'altitude. Vous retrouverez pas plus de 81 tunnels pour un total de 44, dont 3 tunnels hélicoïdaux. Un au niveau de Bergue et du célèbre viaduc Scarasaoui, un entre Saint-Dalmas de Tende et La Brigue, un entre Tende et Vievola, tunnel de la Rio Freddo et Morga, 407 ponts dont le viaduc de Rivoira long de plus de 300 mètres, 15 arches pour 45 mètres de hauteur absolue, et enfin 130 murs de soutènement. Certains ont été détruits durant la guerre pour empêcher le ravitaillement des troupes allemandes installées en Haute-Roya, mais reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale. La ligne sera donc réouverte dans sa totalité en 1979. Découvrir le haut pays niçois n'est pas seulement que le train des merveilles. Effectivement, sur plusieurs sites, vous pouvez retrouver plusieurs activités telles que de superbes randonnées et pour la pratique de sport de pleine nature. Autres, comme aujourd'hui, que nous allons découvrir l'écomusée des transports, donc à Breil-sur-Roya. Découvrez également aussi, entre autres, le monastère de Saorge, le musée des merveilles à Tende, bien entendu, et à la Brigue, la maison du patrimoine et des traditions brigasques. Le train des merveilles, ce n'est pas seulement une ligne ferroviaire, c'est aussi tout un écosystème et toutes ces balades et toutes ces découvertes du patrimoine. Voilà, nous sommes arrivés donc en gare de Breil-sur-Roya. Le train part derrière moi, direction le terminus Tende, pratiquement à la frontière italienne. On va donc se diriger vers l'écomusée du haut pays sur le ferroviaire. C'est l'écomusée à Breil-sur-Roya. On va aller voir et découvrir un petit peu ce village et son architecture pour voir un petit peu, pour découvrir avant de se rendre au musée. Allez, c'est par ici. Bienvenue à Breil-sur-Roya. Un petit peu d'histoire. Breil-sur-Roya, village situé au centre de la vallée Breil, aujourd'hui Breil-sur-Roya, est un lieu de passage obligé où se rejoignent les routes reliant la Provence et le pays niçois. La Riviera dei Fiori, par Vintimille à la plaine du Pô. Ce village a longtemps eu une activité liée au convoi de muletiers reliant le port de Nice au Piémont par la vallée de la Roya et le col de Tende. La Roya, telle que vous la voyez à présent, dévastée après la tempête Alex que nous connaissons, qui s'est produite l'année dernière. Le village est longé par le fleuve la Roya, prenant sa source au col de Tende et se jetant à Vintimille en Italie. Breil-sur-Roya est une commune rurale. En effet, elle fait partie des communes peu ou très peu denses au sens de la grille communale de la densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine de Breil-sur-Roya, une unité urbaine monocommunale de 2158 habitants en 2017, constituant une ville isolée. La commune est en outre hors attraction des villes. La commune dispose d'un plan local d'urbanisme.
Breil-sur-Roya est un village du sud-est de la France, à 61 km de Nice et 34 km de Menton. Breil-sur-Roya est situé à 24 km de la mer, Ventimiglia, et 39 km de la station de ski Lemone Piemonte. C'est à travers ces petites rues escarpées avec plusieurs dénivelés dans le village que relie le charme complet de Breil-sur-Roya. Couleurs, petites rues vallonnées, chargées d'histoire, en font le charme de ce cher village pittoresque au charme imprenable. À présent de ce pas, allons nous rendre de suite à l'écomusée. Allez, on y va, c'est parti. Bon, et bien voilà, je suis devant l'entrée donc de l'écomusée du Haut-Pays et des transports, et en l'occurrence pour nous, du ferroviaire. Vous pouvez voir derrière moi un grand nombre donc d'autorails anciens, de locomotives anciennes. On va découvrir ça avec le personnel de l'association de cet écomusée. On va donc entrer dans le musée, on va découvrir ça ensemble sur LF Modélisme, c'est pour vous. On y va. Bonjour à tous sur LF Modélisme et bienvenue au musée, l'écomusée de Breil-sur-Roya, du Haut-Pays et des transports. Et pour notre part, donc, on va parler de ferroviaire. Il y aura également du modélisme au cours donc, de cette rencontre, de cette association. Bonjour Michel, comment allez-vous? Très bien, et je vous souhaite la bienvenue à l'écomusée des transports, et qu'on appelle maintenant l'écomusée du train des merveilles de Breil-sur-Roya. D'accord, c'est super, il fait une chaleur incroyable aujourd'hui, mais il fait super beau pour découvrir votre écomusée. C'est vrai. Très très chaud à l'extérieur, mais nous avons heureusement une halle couverte dans laquelle il y a un certain nombre de matériels anciens qui sont extrêmement intéressants, dans lequel est exposée la maquette qui reproduit des sites remarquables de la ligne Nice-Conny. Super, donc parlez-nous un petit peu donc, de votre musée, l'écomusée, de votre association. Parlez-nous un petit peu du fonctionnement, de tout ce que vous avez de disponible à faire visiter et à faire découvrir. Alors c'est une association loi de 1901 qui anime cet écomusée depuis les années 1990. Et cet écomusée est vraiment le travail de passionnés, de volontaires, de bénévoles. Nous ne fonctionnons que de cette façon-là. Comme je l'ai dit, il y a 3 sites à découvrir sur cet écomusée du train des merveilles. Celui sur lequel nous nous trouvons maintenant, qui est le pont tournant à l'entrée du musée. Magnifique d'ailleurs au passage. Hein. Parfaitement fonctionnel. Il y a du matériel qui a circulé sur la ligne Nice-Breil, qui est exposé et que les personnes peuvent visiter. Du matériel également mis à la disposition par la SNCF, une CC 7100, une BB 8200. À l'intérieur donc, trolleybus de la ville de Nice, trolleybus de la ville de Marseille, une magnifique collection d'autobus qui fonctionne également et qui sont conservés par une association de passionnés
à Nice de tram au fil. Oui, parce que comme vous le dites, c'est des transports, ce n'est pas que du ferroviaire, on trouve quand même des anciens bus, des trolleys également. Trolley et bus, et donc une association tout à fait dynamique qui conserve et qui anime ces autobus. Alors faites-nous rêver, qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'on voit un petit peu là derrière nous, tous ces beaux autorails? C'était les autorails justement des trains des merveilles également. Alors on a l'ancien train des merveilles qui a circulé jusqu'en 2008, ce qui n'est pas quand même très ancien, qui était très agréable, mais qui n'était pas climatisé par rapport à aujourd'hui. On a un autorail X 2804 qui a une histoire particulière, puisque cet autorail, on pense qu'il devrait être classé monument historique. Cet autorail a été emporté par la vague qui a submergé la ville de Fréjus au moment de la rupture du barrage de Malpasset en décembre 1959. Il passait au moment où la vague s'est arrivée sur la ville de Fréjus et tous les passagers ont été sauvés. À l'époque, on réparait tout, donc l'appareil a été réparé, il a circulé dans le Limousin et nous l'avons récupéré ici au niveau du musée. Nous avons de même une 141R, construction américaine bien sûr, qui est chauffée au fioul, ouais, classé monument historique et qui se visite à l'intérieur de notre écomusée. Alors donc là, on est en plein été. Comment est-ce qu'on peut venir vous découvrir? Quel jour de la semaine? Accessible au public? Combien vous êtes un petit peu à travailler dans cette association pour faire un petit peu tourner justement ce fantastique musée? Une vingtaine de bénévoles, mais on a besoin de relève parce que malheureusement les gens vieillissent et la relève c'est le point capital, la relève et la reprise. Une trentaine de bénévoles pour faire tourner cet écomusée. Cette année, en raison de la crise sanitaire, nous ne sommes ouverts que les week-ends, samedi et dimanche, de 14h à 17h30. Donc vous pouvez faire un petit appel, si quelqu'un est intéressé pour venir vous rejoindre, il n'y a pas de souci. Hein. Mais oui, alors elles seraient les bienvenus, bien entendu. Donc si vous avez entendu, si vous êtes passionné d'histoire ferroviaire en tout autre et de transport, vous pouvez contacter l'écomusée. Qu'est-ce qu'on va découvrir en premier? Qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir pour qu'on accroche un petit peu les spectateurs et qu'on puisse montrer vraiment du patrimoine, de l'histoire ferroviaire? Je pense tout vous montrer et je vous laisse le soin de mettre en avant ce qui vous paraît le plus judicieux, le plus spectaculaire. Nous sommes là, on connaît à fond évidemment l'établissement et donc je vous laisse faire je vous fais une présentation générale et je vous laisse mettre en valeur les éléments qui vous paraissent les plus intéressants. Eh ben merci Michel, donc on va voir ça ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite, on y va. À l'intérieur de la halle, justement, avec Michel, on continue donc notre visite. On est donc dans une halle très ancienne ici. Très ancienne, datant de 1927-1928, au moment de la mise en service de la ligne, de la construction de la ligne. C'est magnifique ça. Donc à l'intérieur, vous avez vraiment des bijoux. Pouvez-vous nous parler justement de ce bijou qui se trouve justement derrière nous? Alors, bijou classé monument historique, c'est donc une 141R qui est chauffée au fioul, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui nous a été prêtée, qui est prêtée par la SNCF, qui est maintenant classée. Et cette locomotive, ou ses sœurs plutôt, montaient tous les jours à Breil-sur-Roya pour assurer les trains de fret et les trains de voyageurs.
Mais elle assurait également, c'est pour ça que vous avez la plaque Mistral, les trains entre Nice et Marseille, et en particulier le train mythique de l'époque, le train rapide, le Mistral, qui circulait entre Nice et Paris, entre Paris et Nice. Ah oui, effectivement, c'était c'était une ligne très convoitée à l'époque. Et justement, vous dites que la SNCF donc vous prête également donc des locomotives. Mais est-ce que vous en avez également à l'association? Nous en avons également à l'association. Ici, le cas de la 141R est un peu particulier puisque c'est une autre association, l'Amicale des Amis de la Traction à Vapeur, de la section de Nice, qui s'occupe, qui bichonne et qui entretient, qui fait vraiment tout ce qu'il faut pour que cette locomotive reste en parfait état. Et si on n'avait pas l'aide de cette association, ce serait très délicat à entretenir. Et nous avons dans le musée, grâce à son créateur, Michel Braun, le responsable des éditions du Cabri à Breil-sur-Roya, qui est également propriétaire, par l'intermédiaire de notre association, d'autres matériels qui sont présentés dans l'écomusée. Donc ça c'est super. Et donc là pour l'instant vous m'avez dit vous manquez quand même de personnel et puis c'est vraiment des passionnés, vous êtes un passionné avant tout. C'est ça. Tout à fait, on manque vraiment de bénévoles et de passionnés qui pourraient se joindre à nous. Ça touche évidemment le ferroviaire, le transport, mais également le haut pays des Alpes-Maritimes, son économie, le tourisme, l'histoire en général du haut pays des Alpes-Maritimes. Si des personnes sont intéressées par ces aspects-là, ils peuvent évidemment rejoindre l'association très facilement. Super. Donc en plus, vous m'avez dit tout à l'heure que tout est accessible à visiter à l'intérieur. Donc celle-ci également, vous pouvez me dire qu'on peut visiter donc l'antre de la Bête. Exactement, on peut visiter le poste de conduite, on peut voir comme ce que le mécanicien et le chauffeur pouvaient apercevoir lorsqu'ils conduisaient cette machine. Il y a donc un accès qui est sécurisé, qui permet à tous les visiteurs de venir, y compris des enfants. Et pour eux, c'est une découverte, un étonnement de retrouver une locomotive à vapeur. Et justement, en parlant des enfants, est-ce que vous trouvez qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas assez de jeunes qui sont intéressés par l'histoire ferroviaire ou même par le modélisme? Moi, je sais que je présente beaucoup de modélisme ferroviaire sur ma chaîne et on commence à voir un petit peu des jeunes pousses donc de créateurs de modélisme, de réseaux qui s'y mettent, dû, je pense, aux nouvelles technologies numériques. Mais est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un désintéressement de la jeunesse d'aujourd'hui sur notre patrimoine ferroviaire? Je ne pense pas qu'il y ait un désintéressement. Je pense que ce patrimoine ne leur est pas présenté. Donc les personnes ne peuvent pas choisir, ne peuvent pas aimer quelque chose qu'on ne leur présente pas. Et donc je pense qu'on est aussi responsable, nous, au niveau de la communication, de montrer ces techniques, cette histoire, le devenir du rail. C'est une question, je dirais, presque de culture générale. Et une fois que ce qu'on présente aux jeunes, les problématiques du modélisme, les problématiques de l'histoire, les jeunes, un certain nombre d'entre eux adhèrent, je dirais filles et garçons, parce qu'on a un certain nombre de filles, par exemple, qui sont intéressées par la partie scientifique, par la partie technique, et c'est quelque chose par lequel on pourrait développer le renouvellement de l'association. Et justement, du train réel au train modélisme, il n'y a qu'un pas, je veux dire, les deux concordent vraiment bien, se marient bien. Est-ce que vous-même, justement, vous pratiquez le modélisme ferroviaire? Moi non, je n'ai pas les espaces et les moyens, mais vous allez découvrir tout à l'heure la maquette qui a été construite par des bénévoles ici. Vous verrez que c'est une maquette en HO. Il y a de quoi, évidemment, susciter la passion des historiens et des modélistes. Tout à fait. Donc justement, on va aller voir le cockpit à l'intérieur. Donc là où est-ce que le mécanicien faisait chauffer le monstre. Et puis on se voit tout de suite pour la continuation de la visite. À de suite. Nous voici donc à bord de la Mistral, dans l'antre de la Bête. Michel, est-ce que vous sauriez la mettre en marche? Ah non, ça c'est quelque chose que je ne saurais pas faire. Et je pense qu'elle ne supporterait pas la mise en chauffe tout de suite. Elle aurait besoin d'un certain nombre de travaux de restauration avant d'être mise en chauffe. Oui, je vous taquinais, mais par contre, pourriez nous expliquer grossièrement un petit peu, sans rentrer dans les grands détails, un petit peu, qu'est-ce que tout ça un petit peu? Je mettrai l'accent sur le fait que ce sont des locomotives américaines, donc données à la France dans le cadre du plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale, et des locomotives considérées comme extrêmement robustes, faciles à conduire, et qui prenaient beaucoup soin du personnel, parce qu'on est dans un abri qui paraît rustique aujourd'hui, mais quand même qui est protégé, même si le mécanicien est obligé de se pencher au dehors régulièrement. De plus, le travail de chauffe est un travail très simple, puisqu'il s'agit d'une chauffe au fût, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça veut dire que là, il n'y a pas de travail de manutention de la part du chauffeur qui est chargé de chauffer et de produire du gaz, c'est-à-dire produire de la vapeur d'eau. Et c'est assez facile puisqu'il suffit qu'il surveille ces différentes
manomètre et qu'il admette qu'il chauffe correctement la locomotive, et ça ne lui demande pas les efforts que demandait le chauffeur d'une locomotive qui était chauffée au charbon et qui devait être chauffée à la main. Le mécanicien, lui, qui est situé donc derrière vous, avait comme mission, comme dans tous les mécaniciens, d'observer la voie, d'observer les signaux, de s'occuper évidemment de la conduite du train en fonction de sa charge. Ici, on a un temps d'air derrière nous qui est un temps d'air à la fois de fuel et un temps d'air d'eau, puisqu'on a à traîner avec nous à la fois du fuel et à la fois de l'eau. Super, super petite présentation. Franchement, c'est magnifique. Je vous ferai une petite vidéo sur surbrillance de tout ça. Comme ça, vous verrez bien en même temps ce que nous dit Michel. Et franchement, c'est vraiment, comme vous dites, la classe, parce qu'on prend vraiment soin du personnel. On se sent vraiment bien. On se sent quand même bien en sécurité et de la météo, on peut dire. Et on sent qu'on est à bord d'un monstre quand même. C'est vrai, 106 tonnes de ferraille est quelque chose qui est vraiment remarquable. Vous verrez le détail de l'embiellage et des roues. C'est quand même un matériel tout à fait remarquable et qui a rendu des services énormes à la SNCF pendant des années. Un certain nombre de locomotives identiques continuent de circuler en France sur des trains touristiques, chauffés au fioul ou chauffés au charbon. Et c'est intéressant de pouvoir les rechercher et de retrouver les trains qui circulent en France avec ce matériel. Merci Michel, on va continuer donc la visite. Donc Michel, là on est donc à la passerelle supérieure donc, de l'écomusée et on est dans le domaine du modélisme ferroviaire, une superbe maquette à chaud. Parlez-nous un petit peu donc, de ceux qui l'ont représenté, ce que ça représente également et par qui ça a été fait également. Alors l'écomusée du Train des Merveilles vous présente effectivement un réseau 1,87e, réseau ferroviaire. Les bénévoles qui ont construit ce réseau ont mis un point d'honneur à reproduire avec une très grande fidélité 3 sites remarquables de la ligne Nice-Breil-Cuneo. Alors ces 3 sites sont la gare de Sospel, la boucle hélicoïdale de Bergues et l'arrivée des 2 lignes ferroviaires, celle qui arrive de Vintimille et celle qui arrive de Nice, en gare de Breil. Ces 3 sites ont été artificiellement reliés entre eux pour pouvoir vous permettre de présenter la circulation de plusieurs trains miniatures, généralement du matériel qui a circulé en réalité sur cette ligne. Super, donc ces 3 gros modules, donc, comme vous dites, qui représentent donc, trait pour trait donc, à la réalité, c'est l'association de l'écomusée ou c'est d'autres associations qui ont participé à faire ces maquettes? C'est essentiellement l'association de l'écomusée, mais on a eu des aides d'autres associations. Je pense par exemple au module de la gare de Sospel qui a été réalisé et qui nous a été donné par l'association des modélistes cannois. D'accord. Petite question. On est en analogique digital ici. Qu'est-ce qu'on travaille? On est en digital déjà, mais c'est quelque chose d'extrêmement simple puisque l'objectif pour nous, c'est de montrer aux visiteurs la réalité de ce qu'ils peuvent voir lorsqu'ils prennent, par exemple, lorsqu'ils utilisent le train en réalité et de retrouver en maquette les paysages qu'ils ont pu observer du train. Sauf qu'aujourd'hui, la végétation a beaucoup poussé et que du train, des choses sont peut-être moins claires que sur la maquette. En plus, c'est bien parce que quand on prend le train réel, donc justement l'autorail qui vient de Nice, qu'on voit donc c'est la super végétation, on a tendance à pas trop voir les ouvrages ferroviaires tels que les viaducs, les ponts, etc. C'est très difficile, tels que les rampes hélicoïdales pour monter justement d'altitude supérieure. Tiens d'ailleurs, on peut rappeler à tout le monde ce qu'est une rampe hélicoïdale justement en ferroviaire.
Alors s'il s'agit simplement de tourner en rond, j'allais dire, à 360 degrés souvent, à l'intérieur de la montagne, ou en plein air, mais généralement c'est à l'intérieur de souterrains. Et l'objectif est simplement de gagner de l'altitude, puisque les rampes ne doivent pas être supérieures à 23, 24, 25 mm par mètre, puisqu'au-delà, les conditions d'exploitation sont beaucoup plus sévères. Donc là c'est super, on va pouvoir parcourir ensemble. Je vais faire donc pas mal de prises, vous verrez donc dans la vidéo justement des ouvrages ferroviaires tels que les viaducs, la gare de Sospel qui est vraiment représentée au millimètre, j'ai envie de dire, avec la végétation, etc. Je connais Sospel, j'ai passé un petit peu de mon enfance, donc je peux vous dire qu'elle est fidèlement reproduite. Et pour l'entretien et tout, justement, qui s'en occupe? Eh bien là encore, des bénévoles qui viennent avec des chiffons, de l'alcool, des aspirateurs, tout ce qu'il faut pour entretenir, mais il est vrai que c'est une grosse charge de travail. Bon, ben merci en tout cas d'avoir présenté donc ces maquettes. On va faire le tour un petit peu pour montrer justement les ouvrages ferroviaires, parce qu'il faut rappeler quand même que dans le morceau d'histoire, ça a pris des dizaines et dizaines d'années pour construire tels que quelques viaducs, une rampe hélicoïdale, etc. Ça a pris parfois des vingtaines d'années pour faire un ouvrage pour permettre à l'histoire, je crois, c'était pour affréter le sel, il me semble, dans l'histoire. Hein. Non, là on est bien postérieur au transport du sel, qui est évidemment plus antérieur à... Là il s'agissait de relier la France et l'Italie à travers une ligne de montagne, relier la Ligurie et le Piémont, la Côte d'Azur et le Piémont. Et cette ligne a eu une histoire extrêmement mouvementée, puisque la guerre l'a détruite quasiment en totalité. La reconstruction n'a pas été acquise du tout, puisqu'il a fallu attendre 1979, donc bien longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour que la reconstruction soit faite. Et maintenant que la ligne est reconstruite, eh ben, comme on ne trouve pas de modalité correcte pour l'entretenir, elle est de nouveau menacée dans son exploitation. Tout ça est assez lamentable parce qu'elle pourrait permettre une liaison sûre et rapide entre la Côte d'Azur, le Piémont, la Ligurie et le Piémont, en toute sécurité. Mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire également. Et j'ai envie de poser une petite question aussi à parté. On peut dire que Breil, la gare de Breil, c'est un petit peu la plaque tournante entre l'Italie et la France. Ça sert un petit peu de gare référence, de gare douanière un petit peu. Exactement. Breil-sur-Roya était la gare internationale au moment de l'ouverture de la ligne en 1928. Même s'il y avait Fontan-Saorge, s'il y avait Pienne, mais c'était vraiment la gare centrale. Pourquoi? Parce que c'est là où se reliait la ligne qui arrive de Nice, la ligne qui arrive de Vintimille et qui ensuite partent en commun jusqu'à Cuneo. Super, merci pour ce morceau d'histoire, Michel. Eh ben, en tout cas, vous l'aurez compris, l'écomusée à Breil-sur-Roya, ce n'est pas seulement que du train réel, c'est aussi de la maquette donc ferroviaire en HO. Donc, que vous soyez passionné de train réel ou de modélisme, moi, je vous invite à venir visiter cet écomusée. Je pense que Michel et toute l'association se fera donc ravir de vous présenter tous les matériels ici présents. Et en plus de ça, voilà, franchement, ça vaut le détour, c'est super beau. Moi, Michel, je vous dis un grand merci d'avoir participé et d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente continuation donc, dans l'ouvrage et dans votre projet. Merci en tout cas. Merci de votre visite. À bientôt. À bientôt.
Voilà, c'était donc l'écomusée de Breil-sur-Roya, des transports et donc de tout ce qui est donc train ferroviaire. Et vous l'avez vu, il y a aussi une partie donc modélisme. Donc je vous invite à venir ici découvrir donc l'écomusée, passionné donc de train modélisme ou de train réel. Je ne saurais que vous le recommander donc pour venir passer un agréable moment en famille ou tout simplement pour venir redécouvrir certaines machines que vous avez peut-être connues dans le passé. En tout cas, je remercie Michel de m'avoir accordé cette interview pour vous donner beaucoup d'informations concernant cet écomusée. Merci Monsieur Brod également de m'avoir laissé entrer dans le musée afin de pouvoir réaliser ce reportage pour vous abonnés donc de LF Modélisme. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Merci à l'association. À bientôt sur LF Modélisme pour de nouveaux reportages. À bientôt, salut.